Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. Bonsoir Antoine Fontaine. Bonsoir Gismir. Est-ce que vous savez pourquoi je vous ai invité? Pas du tout, à chaque fois c'est la surprise. Oui, c'est la surprise. Je voulais qu'on fête ensemble cet anniversaire. Il y a un an à peu près, on faisait la dissolution de l'Assemblée nationale. Écoutez, happy birthday to you alors. C'était le 9 juin, je crois. Le 9 juin de l'année dernière, Emmanuel Macron a annoncé sur France 2, je crois, qu'il dissolvait l'Assemblée nationale. Et je pensais que c'était l'occasion de fêter un anniversaire. Bah écoutez, oui, fêtons cet anniversaire, il y a du champagne, festoyons, parce que, somme toute, quand même, ces gens-là, toutes ces personnes vivent quand même dans une forme d'opulence où on a l'impression que c'est pas la crise. Non, pour eux, c'est pas la crise, ça c'est clair. Mais ce qui me fait sourire, c'est qu'il réfléchit en ce moment à savoir il doit dissoudre à l'automne, de métropole, je parle. Oui. Donc c'est vers octobre. D'accord? Alors, est-ce qu'aujourd'hui, dans le contexte national, une dissolution de l'Assemblée nationale est encore possible dans le contexte où tout le monde se tient par la barbichette pour rester correct? Bah, je dirais avec ces gens-là, tout est possible. Parce que si le président de la République, Emmanuel Macron, dissout l'Assemblée, l'ex-président du RN et actuellement président du groupe RN à l'Assemblée nationale, elle sort du paysage politique. Elle sort du paysage politique, mais je pense qu'à un moment donné aussi, on pourrait faire l'économie aux Françaises et aux Français d'une nouvelle dissolution, parce que tout ça coûte de l'argent. On appelle aujourd'hui à se restreindre, à se serrer la ceinture, etc. Et donc, ne rajoutons pas une charge supplémentaire. Gardons ces élus que nous avons. De toute façon, on se rend bien compte que ça soit Pierre-Paul Jacques ou qu'il y ait de majorité absolue ou pas de majorité, le système fonctionne aujourd'hui sans les électeurs, sans les citoyens, qui devraient peut-être s'inquiéter de cette situation. Et d'une part, parce qu'il y a aussi quelque chose, c'est que en mars de l'année prochaine, en 2026, il y aura les élections municipales. Et on le sait, on a toujours dit que l'élection la plus importante, hormis l'élection présidentielle, c'était l'élection du maire. D'accord? Et on voit aujourd'hui à quel point cette élection va être importante, parce que ça va, j'allais dire, influencer surtout le vote sur la députation l'année ensuite, en 2027. Probablement, mais je dirais le plus important, ça serait, et je suis tout à fait d'accord avec vous, s'il y a une élection sur laquelle, en tout cas un échelon, sur lequel on peut encore espérer pouvoir peser et avoir une capacité d'influence, c'est bien l'élection municipale, c'est bien l'élection communale où on a encore cette possibilité. Mais encore faut-il que les citoyens s'emparent de cette possibilité, parce qu'on voit bien que là aussi, on est dans une forme de marasme. Quand même, en 2020, la participation sur les élections municipales était un peu plus, entre 50 et 60%. Je dirais même certaines communes, c'était même en dessous de 50%. Donc aujourd'hui, c'est vraiment l'enjeu, c'est est-ce que les citoyens vont prendre enfin leur destin en main? Et je le dis parce que je suis en train de réfléchir depuis quelque temps à savoir comment amener le débat au niveau des citoyens, au niveau du public. Et c'est incroyable, quand on regarde l'histoire politique de France, à quel point l'élection municipale joue un rôle essentiel. Juste j'allais dire, un point de l'histoire. En 1969, quand le général de Gaulle, président de la République, veut faire passer la régionalisation en France, il se met à dos les sénateurs. Et les sénateurs, c'est d'abord les maires qui les met en place, pas le président de la République. Et parce que les maires ne veulent pas de ce projet de régionalisation, les maires demandent aux sénateurs d'être contre ce projet. Et De Gaulle ne gagne pas son référendum et il doit démissionner derrière. C'est pour ça que le rôle d'un maire,
aujourd'hui, dans le contexte politique français, c'est sans doute, j'allais dire, le socle le plus solide au niveau institutionnel. Non seulement le plus solide, mais en même temps, je dirais qu'il peut être le plus protecteur. Ouais. Dans un contexte, un environnement national et international d'une grande instabilité, une commune peut effectivement, dans le cadre de son action municipale, assurer une plus grande protection à ses concitoyens sur tout un tas de sujets qui concernent le quotidien. La commune, finalement, c'est l'échelon du quotidien, c'est l'institution vers laquelle avec laquelle on est le plus proche, vers laquelle, naturellement, on a tendance à se retourner, parce que nous vivons tous dans une municipalité ou une commune, et que notre quotidien s'en trouve complètement bouleversé de plus en plus aujourd'hui, alors que, je dis bien en théorie, parce que dans la pratique, on voit bien que c'est quand même différent. Si on regarde un peu la situation de La Réunion, en théorie, une commune peut faire beaucoup de choses pour protéger ses citoyens et garantir un certain nombre de choses à ses concitoyens dans un contexte instable. Et je le dis aussi parce que je me suis rendu compte, en poussant un peu l'analyse de la situation politique de La Réunion, il y a quelques jours, c'est la création du nouvel ère à droite, avec à sa tête, avec comme leader aujourd'hui le président du département, Cyril Melchior. On voit que les partis essayent de se reconstituer, les mouvements essayent de retrouver une valeur sur l'échiquier local. Et par contre, pas parce que l'élection du maire, du prochain maire les intéresse tant. Non, c'est pour surtout après l'élection du député, l'élection au conseil départemental et l'élection à la région. On voit bien que là encore, c'est l'élection municipale qui va servir de socle pour les stratégies politiques. La commune, c'est le centre, c'est le point de départ. Ouais. Et même de la formation et de la constitution de notre pays, la France. Et l'échelon communal est un échelon essentiel. On voit bien aujourd'hui, effectivement, vous disiez, à droite, à gauche, les centres, les extrêmes gauche, les extrêmes droite. Tous ces gens-là, finalement, ils ont un discours qui se vaut plus ou moins. Et chacun, je dirais, dans une logique de savoir comment ils peuvent conserver le pouvoir. Mais le pouvoir, il doit avoir une utilité. Et cette utilité, aujourd'hui, on l'aperçoit pas, en fait. Quand on voit qu'on place dans le débat politique actuel le statut de la Réunion, sans prendre en considération le fait que quand même, dans le quotidien des gens aujourd'hui et dans le quotidien des petites entreprises qui sont le tissu essentiel de la Réunion, le tissu économique, eh bien, tous les problèmes que rencontrent ces gens-là, que ce soit sur les thématiques de la vie chère, du chômage, de la pauvreté, du logement, de la santé, etc., et j'en passe, à aucun moment dans le débat politique aujourd'hui, on entend ces sujets qui préoccupent avant toute chose les individus, les entreprises, et on nous parle d'un statut, on nous parle d'une espèce de coquille qui existe aujourd'hui, effectivement, cette coquille, mais d'un côté, on a la droite qui nous dit qu'on ne veut absolument pas changer ce statut au demeurant, d'ailleurs, qu'on n'a jamais complètement utilisé. Je dirais qu'il est là, on a quand même des possibilités de faire des choses intéressantes, mais on ne l'utilise pas. Et à gauche, en face, on nous dit il faut changer ce statut qu'on n'a non plus jamais utilisé. Et moi, pour aller dans ce sens-là, je vais juste faire référence on va dire à 46, départementation de la Réunion. Et quand on regarde la constitution actuelle arrive en décembre, 58. En octobre, 58. Le 4 octobre, je crois, 58, la constitution est promulguée, je crois. La Constitution, quand on regarde ce qu'elle représente, et effectivement, dans ce que j'ai pu relire à un moment, je veux dire, la région, le département, les EPCI, la CINOR, la CIREST, ils ont le droit de créer d'autres institutions. Ça n'a jamais été fait. En 2015, je crois que c'est en 2015 où Hollande crée l'action
la conférence de l'action publique, la conférence territoriale de l'action publique, c'est-à-dire qu'en réunissant la région, le département, les EPCI, les mairies, on peut mettre en place des projets communs. Ça n'a jamais été fait. Ça fait 10 ans que cette loi a été votée. On voit toujours que le maire a son précaré, a son terrain. Personne ne touche. Et même aujourd'hui, quand on regarde les EPCI, ils sont de moins en moins, j'allais dire, agressifs, incisifs sur la création de quelque chose entre les communes. Les communes reprennent peu à peu leurs prérogatives. Ça dépend parce que je dirais qu'il y a quand même un certain nombre d'institutions qui sont créées pour pouvoir avoir des indemnités. Hein. Ça, il faut quand même pas se mentir là-dessus. Mais c'est sûr que ces institutions, on ne les utilise pas pour améliorer le quotidien de la population de La Réunion. Hein. On voit bien aujourd'hui, et moi je regrette de faire ce constat, hein, parce que je dirais que j'aurais préféré en faire un autre. On a aujourd'hui des outils qui existent, sauf qu'en face, on a une classe politique finalement qui n'a aucune idée de ce qu'elle veut pour l'avenir de La Réunion. La seule idée qu'ils ont, c'est comment eux vont pouvoir durer dans le paysage politique et occuper à peu près tous les mandats possibles et inimaginables. Mais si on fait le bilan aujourd'hui de tous ces élus qui sont en place depuis un certain nombre d'années pour la plupart, quel est leur bilan sur le chômage? Quel est leur bilan? Parce qu'on parle toujours des mêmes sujets encore. Ouais, hein. Je veux dire, ça fait 40 ans qu'on entend les mêmes sujets. Et en fait, ce que je voulais dire là-dessus, Antoine, c'est que la façon de faire de la politique à La Réunion, ça a été toujours... Et cette phrase de Jean-Paul Virapoulet, elle prend toute sa dimension à ce moment-là. Paris commande pas nous. En fait, Paris a toujours commandé. Et nos élus ont toujours été de bons petits soldats. Et ça, c'est une réalité. Et c'est pour ça que la Constitution à La Réunion, en fait, elle n'a pas vraiment de valeur. La Réunion, les élus de La Réunion font ce que Paris leur dit. Ah mais je dirais que dès 1946, lorsqu'on a transformé les anciennes colonies en départements d'outre-mer et qu'a été discutée justement cette évolution statutaire à l'Assemblée nationale d'une proposition de loi portée par Aimé Césaire, il y a un seul parlementaire dont malheureusement le nom m'échappe là tout d'un coup, mais qui était originaire de Guadeloupe, qui a mis en avant le fait que rentrer dans un processus d'assimilation comme dans lequel nous sommes rentrés, aller priver ces collectivités justement de leur singularité, de leur identité. Mais cette situation-là, cette assimilation-là, elle vaut aussi au niveau national pour les régions et départements de métropole. Elle vaut également. Elle vaut également pour ces régions-là. Mais ce qui n'empêche pas, je dirais, dans une nation unie. Ouais. Hein, l'union... Rappelons quand même que De Gaulle disait que la France est un ensemble de peuples, de nations. Donc, De Gaulle n'a jamais dit que la France est une nation. C'est un ensemble de nations, de plusieurs peuples réunis. On le voit bien, le processus qui s'est mis en œuvre, et je dirais de manière singulière ici à La Réunion, avec toute son histoire et tout ce que peut représenter l'histoire réunionnaise dans toutes ses dimensions. On a fait en sorte finalement d'effacer toute cette histoire, je dirais même de l'oublier pour ressembler finalement à quelque chose dont on pensait que c'était mieux. On se rend compte aujourd'hui quand même dans la société que les gens sont complètement perdus en fait. On est dans une société qui a basculé dans les débuts des années 80 dans une consommation à outrance et on voit bien cette société de consommation qui se répand partout à travers la planète et à quel point cette société elle est mortifère. Elle est en train de tuer les cultures, elle est en train de tuer les identités. La seule chose dans laquelle on se reconnaît aujourd'hui c'est dans la consommation. Mais le problème... Et j'en viens à ce que vous dites. Mais c'est une volonté. Ils ne se sont pas trompés. C'est fait exprès pour que ceux qui ont de l'argent, ceux qui ont les entreprises, ceux qui produisent des produits de très bas qualité et qui veulent que nous, peuple, nous puisons dans ces réserves-là, c'est fait pour ça.
On Ah, tout à fait. on tue les cultures, on tue tout le maraîchage, on empêche une évolution de la qualité de vie pour qu'on soit obligé d'ingurgiter tous les produits de bas de gamme qu'ils produisent et qu'on soit obligé d'utiliser. Mais enfin, dans cette situation, je le répète souvent, ce n'est pas le fruit du hasard, hein. Et je dirais qu'on a une classe politique à La Réunion qui a laissé faire et se mettre en place un système qui, aujourd'hui, rend le territoire réunionnais encore plus dépendant de ce qu'il a pu être à une certaine époque ou dans les années 70 ou 80, où il faut dire que les habitants de La Réunion pouvaient pourvoyer par eux-mêmes à certains besoins essentiels, comme l'accès à l'alimentation, notamment. Et on voit bien qu'aujourd'hui, finalement, tout a été mis en place pour qu'on ne puisse plus planter. La Réunion reste une colonie dépendante de la métropole, où d'où toute la production arrive pour nourrir les Réunionnais. Et aujourd'hui, finalement, on parle beaucoup de souveraineté alimentaire. Ça, c'est un mot à la mode, c'est comme l'écologie, l'environnement, la souveraineté alimentaire, etc. Ça ne reste que des mots, puisque dans l'action publique et dans l'action politique, rien n'est fait, ou en tout cas pas grand-chose n'est fait pour que, effectivement, nous tendions, et ça me paraît tout à fait naturel, de se dire qu'un territoire puisse, sur son territoire, produire suffisamment de nourriture pour nourrir sa population, puisse produire suffisamment d'énergie pour répondre aux besoins énergétiques de la population. Or, ce que nous avons construit à La Réunion, c'est un territoire complètement dépendant, où on voit bien que c'est Paris qui commande. Ça reste encore un discours, je dirais, politique. Paris ne commande pas nous. Si c'est Paris qui décide exactement de ce que nous allons mettre dans nos assiettes, c'est Paris qui décide que la vie soit chère à La Réunion. Et en face, nous avons une classe politique qui, lorsque le gouvernement est présent à La Réunion, eh bien, on se retrouve avec tous ces gens-là dans les coteries, etc., qui font des discours un peu revendicatifs une fois partis ou avant qu'ils arrivent, mais au bout du compte, on se rend bien compte que le système ne change pas. À quoi sert que nous ayons des élus si aujourd'hui ces élus ne sont pas en capacité de proposer un projet de développement pour La Réunion? Et quand je dis développement, c'est pas du bétonnage partout, c'est pas de la construction verticale. J'entends récemment dans certains discours qu'on veut faire de La Réunion la Singapour de l'océan Indien. Et ben moi je trouve ça flippant quand on entend ce genre de discours. Quand les gens à côté de ça, excusez-moi, mais ils n'arrivent plus à finir le fin de mois. D'autant que c'est totalement, j'allais dire, une grosse bêtise de dire ça. Nous n'avons pas les entreprises à La Réunion pour ça. Je veux dire, à Singapour, ils ont des entreprises, ils produisent. Qu'est-ce qu'on produit, nous? C'est bien là l'une des voies de mortification dans le territoire, c'est que nous ne produisons pas grand-chose, en fait. Nous ne produisons pas grand-chose, nous sommes uniquement des consommateurs dans un système sur lequel nous n'avons aucune prise, et nous n'avons pas aujourd'hui de volonté politique, et je dirais même de volonté citoyenne, parce que les citoyens aujourd'hui ils portent aussi cette part de responsabilité dans la situation. C'est que non seulement ils ne vont plus voter, mais à côté de ça, ils ne font rien pour que les choses évoluent et changent. Et donc l'élection municipale, effectivement, c'est une élection qui peut encore donner un peu d'espoir, si tant est que ces citoyens s'organisent pour dire qu'ils arrivent à prendre des responsabilités pour mettre en place des projets politiques qui correspondent aux besoins réels. On va dire aussi qu'au-dessus, ceux qui dirigent, ceux qui gouvernent, ont réussi à suffisamment dégoûter la population pour qu'ils n'aient plus envie de s'occuper de l'affaire politique. Oui, mais ce dégoût, on ne peut pas rester sur le dégoût. Je veux dire, on ne peut pas se contenter pour l'avenir des générations qui viennent derrière d'être dégoûtés ou d'être en colère. Il faut qu'on arrive à transformer ce dégoût et cette colère dans une action qui soit réformatrice, dans une action qui aille vers le bien-être du territoire, de sa population et de l'entreprise. On peut créer un système vertueux. Aujourd'hui, il y a un cadre législatif, il y a un cadre institutionnel qui permet de faire en sorte que ce territoire soit dans un fonctionnement complètement vertueux, voire même, je dirais, autosuffisant, sauf que derrière, il n'y a pas de volonté politique parce qu'on dérange les intérêts économiques de certaines grosses entreprises
et des lobbies. Bah, c'est bien ça. C'est ça, je pense que l'obstacle qu'on doit franchir depuis les années 80, c'est qu'aujourd'hui, les intérêts financiers, les intérêts économiques des plus riches, c'est ça qui nous dicte notre conduite. Et c'est ça qui dicte aussi la conduite des politiques. C'est-à-dire que les politiques ne sont plus aujourd'hui que des pantins, que les financiers et les chefs économiques bougent ça et là dans leur propre intérêt. Tout à fait. Ce n'est que ça. Ce qui leur permet, si vous voulez, ces intérêts financiers, bien souvent, sans qu'on le voit, parce que vous parlez aussi de la corruption, c'est quelque chose dont on ne peut pas mettre sous le tapis. Tous ces gens-là fonctionnent dans un système de corruption où, effectivement, eh bien, les intérêts financiers, les intérêts économiques qui sont protégés par les élus en place, alimente les campagnes électorales, etc. et tout. C'est vrai que le fait de prendre conscience quand même qu'en termes de numérique, les citoyens, alors je ne suis pas en train d'appeler à une révolution, bien que peut-être un jour ça viendra, cette révolution, mais en tout cas aujourd'hui, il y a quand même un système institutionnel et juridique qui permet à ces citoyens de s'organiser. Et c'est ça qu'on ne fait pas en fait. Mais encore faut-il que ces citoyens aient la volonté de le faire. C'est sûr que ça demande un temps où on se décentre un peu de son nombril, où on arrête de s'occuper uniquement de soi et qu'on prenne un peu de temps pour entretenir cette société dans laquelle nous vivons tous, notre quotidien, pour l'améliorer, améliorer notre qualité de vie. C'est une question de volonté politique. On a déjà terminé le temps pour la discussion, mais je voulais juste sur une phrase. Ça veut dire que est-ce qu'il y a une possibilité de dire aux gens que les élections municipales de 2026, c'est un tournant qui peut être important pour la suite? C'est une nouvelle occasion qui se présente à eux pour la suite. Après, à eux ou pas de la saisir. La prochaine, ça sera 6 ans plus tard. Donc on aura l'occasion, à la rentrée, de travailler là-dessus et de voir comment on peut montrer à la population, aux électeurs, aux citoyens, leur montrer combien cette élection municipale va être importante et qu'il faut qu'ils s'en emparent. Merci, Merci Antoine Fontaine. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.